Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial de Learning by Doing, puisque c'est un épisode qu'on a fait en live. Je vous propose de partir avec moi sur l'événement Future of Work de cette fin d'année. The Next Workplace, c'est son nom, a eu lieu le 6 décembre dernier au Garage Amelot, un parking désaffecté en plein cœur de Paris. L'événement a rassemblé des organisations à la pointe sur le sujet, telles que Doctolib, Decathlon, Ubisoft, Amadeus, Slack, Blablacar, Deezer, Lucas, Numa ou encore Châteauforme. L'idée, c'était de réfléchir ensemble à ce à quoi allait ressembler l'expérience du travail demain. L'événement a été organisé par un collectif de startups que je vais citer parce qu'ils m'ont gentiment invité. Il y avait Useful, Ubique, Sleen, Totem, Naboo, Café, Growster, Au Sol et Lead Design. Ils m'ont gentiment invité, ils m'ont proposé d'installer un mini studio éphémère donc sur une table Sleen et avec de la batterie qui venait de chez Au Sol, donc je les remercie particulièrement, pour capturer l'ambiance et débriefer avec certains intervenants des enjeux actuels et futurs du travail, notamment au bureau et à distance. Alors comment concilier la flexibilité, le collectif, la culture d'entreprise lorsque le bureau n'est plus entre quatre murs? Quelles solutions concrètes pour réenchanter l'expérience du travail? Comment intégrer la workplace dans sa stratégie RH? Quels sont les impacts sur l'engagement et la rétention des talents? Autant de questions que les panélistes ont adressées durant cet après-midi d'échanges nourris. Je vous propose donc une petite compile des meilleurs échanges. Alors il y a du bruit de fond, c'est normal, on était plus de 300 sur site. L'idée c'est de vous livrer la synthèse des meilleures pratiques dans le domaine. Dans l'ordre, vous allez entendre les témoignages de Kevin Bouchareb, qui est directeur Future of Work chez Ubisoft, de Pamela Corbin-Audou, Leadership et Diversité et Inclusion chez Decathlon Technologies, Frédéric Ross, qui est Head of Digital Workplace chez Amadeus, Mary-June Reddy, qui est Global Workplace chez Deezer, de Ghislain Fandine, qui est Workplace Strategy Manager chez Doctolib, Dominique Delattre, qui est directrice d'opération de Châteauforme Inside, et enfin Dansem Jalon, le CEO de Numa. Je vous souhaite une excellente écoute. C'est un format nouveau. On teste des choses, on apprend en faisant. Donc je suis forcément très attentif au retour que vous me ferez sur ce nouveau format. À très vite. Bonjour Kevin. Bonjour Baptiste. Merci beaucoup de prendre quelques instants pour venir débriefer au micro de Learning by Doing. Alors Kevin, tu étais sur la table ronde autour de, on va dire, le bureau étendu. En tout cas, le fait que le bureau ne se limite pas au mur d'un bâtiment. Et au sujet de la flexibilité qu'il y a à ça, et derrière ça, le sujet de la culture d'entreprise. Avant de te demander ton débrief à chaud, est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement ? Bien sûr. Alors moi, je suis directeur Future of Work et stratégie RH chez Ubisoft. Et donc, c'est un rôle un peu nouveau et un peu qui est une réponse en fait à ce nouveau contexte qu'on commence tous à mesurer et qui consiste en deux choses. En fait, 50% de mon boulot est plutôt un boulot de prospectiviste, qui consiste à comprendre en fait ce qui se passe dans le monde autour de nous, que ce soit en termes de transformation sociale, sociétale, compétitive, technologique, et qui va préempter en fait un certain nombre de conséquences qu'on doit essayer d'être capable d'anticiper dans le monde du travail. Et 50% de mon boulot, les autres 50%, c'est justement de se saisir de ce contexte-là et de faire des propositions en matière de politique RH, organisationnelle, managériale, qui soient la réponse en fait à ce contexte-là. Et évidemment de les déployer et d'accompagner les équipes dans leur appropriation. Donc voilà en quoi ça consiste être directeur Future of Work. Ok, c'est super clair. Alors du coup, je vais commencer par te demander un petit débrief à chaud. Là, tu viens de sortir de la table ronde avec la participation de tes, j'allais dire homologues, mais pas que homologues, personnes de Blablacar, de Decathlon Technologies. Qu'est-ce que tu retiens du sujet, j'allais dire, bureau étendu, flexibilité, culture d'entreprise ? C'est quoi pour toi les enjeux clés quand on met ça sur la table? À quoi il faut faire attention? Qu'est-ce que tu retiens de l'échange? Déjà, je vois qu'il y a des individus ou des entreprises qui luttent contre une forme de conservatisme un peu français que j'ai un peu raillé pendant la conférence, mais qui effectivement nous mine un petit peu en termes de compétitivité.
Et dans le cadre d'une compétition internationale qui s'accroît, en particulier à la lumière du full remote, qui maintenant permet en fait à des entreprises basées à peu près n'importe où d'employer à peu près n'importe qui, c'est important qu'on puisse se doter d'outils courageux pour repenser le contenu et les conditions du travail. Et justement, il y a une forme de convergence, je pense, entre Pamela, Perrine et moi, sur le diagnostic qu'on porte en fait sur le quotidien de travail et sur la nécessaire flexibilisation qu'on doit apporter. D'une part, pour permettre aux employés de se sentir mieux au travail, d'équilibrer leur vie professionnelle et leur vie privée, d'avoir plus de sens aussi dans ce qu'ils font. Tout ça, ça paraît être des lieux communs, mais c'est juste la base en fait de ce qu'on essaie de faire. Et puis, de l'autre côté, pour les entreprises, de se doter d'outils nouveaux pour être toujours pertinentes sur leur marché en matière d'attraction et de rétention des talents. Donc ça, je pense qu'il y a une vraie convergence. Ça fait plaisir de discuter avec des homologues ou en tout cas des personnes qui sont impliquées sur ces sujets-là. Et qui, je pense, préempte d'une tendance plus large que j'ai par ailleurs pu constater de la part d'organisations publiques ou syndicales, par exemple, qui commencent à se poser ces questions de manière très structurante et qui me font dire que dans les 5-10 ans à venir, on va constater de plus en plus d'initiatives qui vont permettre de libérer le travail, en fait, tout simplement. Ok, c'est super clair. Et il y a une image que tu as utilisée que je trouvais intéressante. Alors, je vais peut-être te demander de la reformuler parce que je vais très mal le faire. Qui était de dire, oui, maintenant qu'on est à distance, on se voit plus, il n'y a plus de cohésion, on n'a plus la machine à café. Tu as utilisé cette image qui est, je pense, liée à votre domaine d'activité, les jeux vidéo. De dire on a déjà l'habitude dans ce qu'on produit effectivement d'avoir de la collaboration en mode distribué à travers des jeux, des choses comme ça. Est-ce que tu peux reformuler ça bien mieux que moi parce que je vais le faire. Et surtout derrière, en fait, ma question derrière, c'est est-ce que tu as un exemple d'outils, de rituels que vous avez mis en place dans certaines équipes chez Ubisoft qui illustrerait ce côté, oui, on prend en compte ces nouveaux entrants et on essaye de retrouver un cadre qui va être forcément différent d'avant, mais qui n'est pas forcément moins bien ou mieux d'ailleurs, c'est un autre cadre. Alors effectivement, j'ai essayé d'utiliser un exemple pour montrer que la distance n'est pas forcément un ennemi ni de la cohésion, ni de la productivité, ni de la culture, ni de l'engagement. Et dans le monde du jeu vidéo, il y a un vieux jeu qui s'appelle World of Warcraft, qui est un jeu qu'on appelle massivement multijoueur et qui consiste en fait à se mettre en équipe de 10, 15, 20 personnes pour, de manière collective en fait, faire front contre un boss gigantesque qui fait 100 mètres de haut et qui est beaucoup plus fort que nous, qu'on n'arriverait pas à abattre si on était tout seul. Donc c'est de la collaboration à l'état brut. Et ça consiste en fait justement à se baser sur les spécificités de chaque classe en fait, de chaque individu qui a des pouvoirs spécifiques et de collaborer ensemble pour faire front commun contre cet ennemi. À échelle plus récente, toujours dans le monde du jeu vidéo, tout le monde connaît Fortnite, qui est un jeu qui n'est pas nécessairement multijoueur, mais qui a un de ces modes qui est collaboratif, qui permet de faire des escouades de 2 par exemple, ou on peut imaginer même tout un tas de jeux d'ailleurs multijoueurs qui peuvent faire des escouades de 5, de 6, etc. et qui fonctionnent sur le même principe, de gens qui fonctionnent à distance face à un objectif commun et qui arrivent à s'organiser, à communiquer et à avoir un vocabulaire, des rituels, des choses communes. Donc la distance n'est pas un ennemi. Une fois qu'on a dit ça, il est évident qu'un collectif de travail, c'est pas forcément la même chose qu'un collectif de jeu. Et donc ça doit appeler peut-être à des réponses un petit peu différentes. Aucun modèle n'est meilleur que l'autre, et ça c'est un des gros enseignements que moi je tire de la cartographie que j'ai conçue sur les différents modèles d'organisation. Il y a juste des avantages et des inconvénients à chacun des modèles, et qui doivent nous permettre d'ajuster finalement notre stratégie workplace, notre stratégie de rémunération, notre stratégie d'expérience employée. En termes de bonnes pratiques, et ça a été beaucoup dit par Pamela, un des principes fondateurs en fait de cette question, c'est de lutter contre ce que j'appelle le complexe de Dieu, et qui consiste à penser que parce qu'on est employeur, on saurait mieux que nos employés ce qui est bon pour eux. C'est débile, c'est infantilisant, c'est vraiment très old school, c'est paternaliste, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en 2022. En fait, je pense que plus on va décentraliser la décision, plus on sera capable de créer de l'engagement dans les équipes et de créer du consensus entre les individus. Et ce qui est intéressant, c'est quand on met cette décision des rythmes de travail, pour reprendre très concrètement à votre question, de se dire finalement c'est quoi la bonne formule. Est-ce que c'est 2 jours, est-ce que c'est 1 jour, est-ce que c'est un peu de full remote et puis on revient au bureau pour faire ci ou pour faire ça. On n'en sait strictement rien. Et si on se fait des nœuds au cerveau dans les directions générales pour répondre à la place de nos employés, on perd son temps. Donc mettre la décision au plus près du terrain, par contre en donnant des frameworks dans lesquels on va aider à se poser les bonnes questions sur la performance, sur la collaboration, sur les préférences individuelles et collectives, sur la capacité à faire corps et à faire groupe, alors là on a des chances de s'en sortir par le haut. Donc c'est ce que nous on a expérimenté dans un certain nombre de nos studios, on voit que ça fonctionne évidemment plutôt bien.
clairement, je pense que les accords télétravail qui vont être fondés sur cette capacité de prendre la décision en fait en concertation plutôt que de manière top-down ont vocation, à mon avis, à beaucoup mieux réussir que les autres. Ok, donc si je reformule, effectivement, il y a un vrai équilibrage à trouver entre ce qui est, on va dire, du régalien, en tout cas au niveau de l'organisation, quel cadre global on fixe, quel outil on donne, et la création un peu d'une conscience collective locale, de dire bah oui, on doit travailler ensemble, on a chacun nos préférences, mais on est responsabilisé sur le fait d'y arriver ensemble. Tout à fait. Donc il faut qu'on se mette autour de la table. Donc il y a une logique là-dessus. Dernière question, le rôle du manager là-dedans. On sent que c'est un peu un pivot. Alors manager au sens large, type team lead ou effectivement quelqu'un qui a un rôle d'animation au sein de l'équipe. Parce que là-dessus, tu as des exemples de choses que vous avez testées, expérimentées, sur lesquelles vous réfléchissez aujourd'hui dans l'accompagnement de cette population qui a un peu un rôle de courroie ou pivot dans leur regard. Très modestement, on n'y est pas encore, ni chez Ubisoft, ni ailleurs. Honnêtement, je discute avec beaucoup d'homologues et c'est toujours le nerf de la guerre. En RH, on est à peine en train, en RH dans les fonctions qui s'en occupent d'ailleurs, on est à peine en train de prendre conscience de la complexité du sujet. Donc les managers, pour l'instant, je pense, sont la plupart du temps perdus. Par contre, il y en a beaucoup qui ont fait preuve d'une excellente bonne volonté et d'une envie d'y aller. Donc ils sont toujours très preneurs de conseils, d'outils, de choses à tester. Et je pense que c'est le premier point. Et ça, pour le coup, ça a été chez Ubisoft, on le fait comme ça, et je sais que c'est le cas dans un certain nombre d'entreprises de la tech notamment, c'est de se dire que face à un problème aussi compliqué et aussi nouveau, il ne faut pas y aller avec des certitudes, il faut faire du test and learn. Et donc, comme disent les Anglais, test fast, fail fast, fix fast et extend fast. Donc plus vite on va tester des nouvelles façons de travailler, plus vite on va se rendre compte de leur capacité ou pas à fonctionner dans notre écosystème, et plus vite on sera capable de se dire bah oui, faites ça marche plutôt bien, il faut l'étendre ou pas. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de changer le rôle de la fonction RH justement, pour aider ces managers. Parce qu'une fonction RH régalienne justement, qui soit pensée comme être un peu la police ou la justice, et qui est là pour dire le règlement, pour dire la règle, en fait dans un monde comme ça marche pas. Le RH il est plus là pour faire vivre la règle, il est là pour être aux côtés de son manager au quotidien, lui poser les bonnes questions et l'accompagner dans cette réflexion, à tester, l'aider à prendre des risques, parce qu'après tout on prend des risques dans le business, pourquoi pas aussi dans le management et dans les RH, et je pense que ça pour moi c'est les deux attributs de cette transfo managériale qu'il faut qu'on soit capable de fixer. Hyper clair Kevin, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Le temps court et ça vaudrait le coup qu'on se fasse un épisode complet sur le sujet. Je te remercie infiniment d'avoir pris ces quelques minutes pour débriefer, et puis ça va reprendre, donc je te laisse retourner à la conférence. À bientôt. À bientôt. Bonjour Pamela. Bonjour. Merci beaucoup de prendre quelques instants pour venir débriefer de la table ronde à laquelle tu participais au micro de Learning by Doing. Je suis ravi de te recevoir. Merci Baptiste. Est-ce que je peux demander, pour commencer, de te présenter ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Pamela Corbin-Audou. Je suis responsable leadership, diversité, équité et inclusion chez Decathlon Technologies, donc la branche tech du concepteur, fabricant et distributeur de matériel sportif. Et j'y suis depuis le mois d'avril de cette année, de 2022. Et avant ça, j'ai travaillé dans des entreprises comme Doctolib, entre autres, GitHub, plutôt dans le marketing. Et puis j'ai fait un petit virage côté RH, du côté RH de la force, depuis 2-3 ans. Ok, super clair. Tu intervenais à la table ronde sur le thème de effectivement la nouvelle workplace. Au-delà des 4 murs d'un bureau, oui. Comment on va allier et concilier la flexibilité, le collectif et la culture d'entreprise. Ça m'intéresse d'avoir déjà ton point de vue global, du point de vue de tes fonctions actuelles, notamment quand on parle de diversité, qu'est-ce que ça veut dire. Et ensuite, ça m'intéresserait aussi d'avoir un petit débrief, notamment des interventions de tes co-panélistes. Oui. Qu'est-ce que tu as apprécié, qu'est-ce qui a suscité particulièrement ton intérêt. Oui. Ce qui est intéressant avec des tables rondes qui ont un sujet aussi intéressant que ça, c'est que tu as énormément de choses à apprendre des co-panélistes. Et donc j'étais là un peu comme dans le public, sauf que j'avais une place un peu privilégiée. J'étais à côté de 2 personnes qui parlaient de leurs expériences, avec des boîtes qui sont hyper en avance sur plein de sujets, Ubisoft et puis Blablacar. Alors j'ai appris énormément de choses dans la préparation, mais aussi pendant le déroulé de cette table ronde. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on était tous les 3 alignés sur le fait qu'il n'y avait pas de formule magique, il n'y a pas de recette toute faite. Et le seul ingrédient qu'on connaît, en tout cas, c'est le fait d'être à l'écoute des équipes. Et de pouvoir se dire que le never normal dont on parlait tout à l'heure, c'est de se dire que ça n'existe pas, en fait, la normalité, et qu'il n'y a plus de normes. Il n'y a que celles qu'on peut s'imposer. Et en fait, les normes des gens changent aussi en fonction de leur moment de vie.
Donc c'est rester à l'écoute. L'ingrédient principal, c'est rester à l'écoute et avoir un peu d'humilité pour se dire on va changer, on va tester, on va apprendre. Et on va peut-être apprendre en faisant. Je dis ça, je dis rien. Clin d'œil au nom du podcast. Très bien, merci beaucoup pour ce clin d'œil. Il y a un des exemples que tu citais, alors je ne sais pas si c'est un exemple que tu as eu chez Decathlon ou dans tes précédentes expériences, qui était autour d'un séminaire d'équipe, dans lequel il y avait une vraie logique de créer de la diversité aussi dans les activités pour non pas faire de la personnalisation, mais plutôt offrir une gamme d'activités pour que selon leurs appétences, leurs contraintes, leurs envies, les personnes puissent se rencontrer. Alors je ne sais pas si c'est pour recréer de la sérendipité, donc oui, j'adore ce mot. La rencontre hasardeuse, mais ça m'intéresse que tu reviennes sur ce sujet-là un peu à notre micro, parce que je trouve l'exemple ultra pertinent et justement qui fait très bien le lien entre les sujets diversité et inclusion et des sujets de il y a de la flexibilité, il y a de la personnalisation de l'expérience collaborateur. Ouais, ce qui était intéressant, c'est une expérience qui s'est passée il y a 3-4 ans, je crois, 3 ans maintenant. Et c'était un rassemblement de tous les managers de la boîte. On était à peu près 200 à l'époque. Okay. Et c'était vraiment un séminaire. C'était la première fois qu'ils faisaient un rassemblement de tous les managers de cette boîte. Et c'était à la fois un temps de réflexion, de travail, et c'était aussi énormément de temps de connaissances, de création de liens, avec des gens qui ne travaillaient pas sur les mêmes continents, qui ne travaillaient pas sur les mêmes sujets, qui n'avaient pas les mêmes compétences techniques ou les mêmes expertises. Et comment est-ce qu'on fait parler, comment est-ce qu'on fait collaborer, comment est-ce qu'on fait s'entendre des gens qui viennent de plein d'horizons différents. Il faut être inclusif par design, il faut être inclusif de manière intentionnelle. Et ça, effectivement, on avait des temps qui étaient bien délimités. Alors déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on avait des hôtels qui permettaient aux gens qui étaient un peu plus extravertis de se mettre avec des gens qui aimaient faire la fête, puis les introvertis de se mettre un petit peu plus au calme avec des gens qui aimaient lire, qui aimaient juste papoter comme ça au coin du feu. Donc ça déjà, ne serait-ce que dans l'hébergement, c'était beaucoup plus simple. On permettait aussi à certaines personnes d'arriver un petit peu plus tôt, pour ne pas être dans la cohue de la semaine et partir peut-être le dimanche soir et arriver le dimanche soir tranquillement plutôt que d'arriver le lundi, etc. Donc ça, c'était une bonne prise en considération aussi des besoins de chacun. Et après, dans le cadre des exercices qu'on avait à faire, on avait toujours la possibilité de s'exprimer soit en levant la main, soit en écrivant. Okay. Et donc ça, c'était une vraie prise en compte des besoins de chacun. En plus, il y a des gens qui ne parlaient pas forcément anglais de manière aussi fine que les personnes qui sont natives anglaises, enfin de langue anglaise. Et du coup, c'était une vraie prise en compte de ces besoins-là. Après, il y avait aussi énormément d'activités de connexion, que ce soit le yoga, que ce soit des sports un peu plus durs, un peu plus physiques, ou bien des temps vraiment où on échangeait juste autour du feu, d'un livre qu'on avait lu ou d'autres choses. Et en fait, on arrivait à recréer ce lien, mais de manière intentionnelle. Et ça m'a permis de créer des liens avec des gens avec lesquels je n'aurais jamais eu l'occasion de parler, parce que c'était des gens qui travaillaient au service client, typiquement en Australie, et sont des gens avec qui j'ai encore des contacts 2, 3, 4 ans après. Trop bien. Merci beaucoup pour cet exemple, parce qu'il est ultra pertinent, je pense, dans la thématique dans laquelle on est. Une fois qu'on a dit ça, on sent aussi qu'il y a, notamment sur les métiers qui sont en charge d'organiser ces moments-là, ces expériences-là, une sorte d'esprit d'ouverture à avoir très très large. Oui. Est-ce que, au-delà effectivement du réflexe et de se dire ok, by design, il faut que ce soit inclusif, et qu'on fasse attention à ça, est-ce que tu as alors je sais pas si c'était des outils ou des moyens de sensibiliser l'équipe sur ces sujets-là? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu fais attention, au-delà effectivement de la culturation, on va dire top-down? Est-ce qu'il y a des outils que tu as déjà expérimentés qui te permettent de créer une habitude en fait autour de ces sujets d'inclusion? Je pense qu'il y a d'abord une sensibilisation à faire auprès des équipes qui organisent ces événements-là, mais de manière générale, par défaut aussi auprès des équipes RH. Toute une sensibilisation autour des biais inconscients, toute une sensibilisation autour du management inclusif, du leadership inclusif même, parce que le management, ça peut avoir un côté administratif qui peut rebuter un peu les gens, mais je parle vraiment de la posture de leader qui n'est pas réservée aux personnes qui ont du management de personnes. Ça peut être des gens qui sont experts, etc. Donc faire une sensibilisation, une vraie formation sur les biais inconscients, c'est hyper important, on en a tous, on les compense tous d'une certaine manière. Il faut réussir à le faire de manière intentionnelle, encore une fois, c'est bienveillance et intention, et conscience de l'impact que nos actes ont sur nos collègues et sur la vie de nos collègues. Ensuite, il y a une chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est impliquer les gens qui vont être impactés par ces événements. Donc typiquement,
Dans toute la partie de conception de cet événement, il y a eu des ateliers qui ont été menés pour co-designer avec les managers l'événement en lui-même. Avec qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de ce rassemblement, comment est-ce que pour vous diriez que c'est un succès, avec quels sont vos facteurs clés de succès, comment est-ce que vous voulez vous sentir, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour combler le gap entre la manière dont vous vous sentez maintenant et la manière dont vous allez vous sentir en sortant de ce séminaire. Et en fait c'est tout simple, mais dans le panel de personnes qu'on va aller interroger, il faut s'assurer qu'on a une certaine forme de diversité. Donc typiquement, c'est un séminaire international. Si on prenait que des Américains, ça aurait été embêtant. Si on prenait que des Européens ou des Asiatiques, ça aurait été embêtant. Donc on est allé chercher des gens qui représentaient la diversité géographique, la diversité aussi des fonctions, la diversité d'ancienneté même dans la boîte, pour être sûr qu'on allait recouvrir, en tout cas comprendre le plus de besoins possible. Et ça, les personnes des RH, aussi bien intentionnées soient-elles, et aussi ouvertes et sensibilisées soient-elles, elles pourront jamais avoir autant d'informations, autant d'insights que si elles font appel à l'intelligence collective de toutes ces personnes qui sont volontaires en plus pour amener un super événement. Et ça a été le cas, et les gens s'y sont vraiment retrouvés. Donc c'est top. Donc pas d'outils en soi, mais quelques méthodes qui sont soyez sensibilisés au bien inconscient, et puis ensuite entourez-vous des bonnes personnes. Avec des gens qui vont être à l'opposé de ce que vous pensez, des gens qui seront des détracteurs peut-être. Et en fait, vous allez comprendre mieux leurs arguments, tout bêtement, et réussir à construire quelque chose ensemble, auquel on n'aurait peut-être pas pensé tout seul. C'est hyper clair, merci beaucoup du feedback. Si je dois résumer, on passe d'un rôle d'exécution, organiser un séminaire, à vraiment un rôle de design et de mobilisation, d'influence, pour s'assurer qu'effectivement on prend bien en compte toutes ces composantes. Exactement. Merci beaucoup Pamela pour ce petit débrief, et à très vite. À très vite Baptiste, au revoir. Au revoir. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci beaucoup de prendre quelques instants pour venir au micro de Learning by Doing pour débriefer de la table ronde à laquelle tu participais. Avant de commencer, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui, je m'appelle Frédéric Ross. Je suis Head of Digital Workplace Services at Amadeus. Pour expliquer ce que c'est, parce que les gens ne comprennent pas bien, en gros je présente ça comme la fondation du travail. On s'assure que tous les bureaux qu'on a, un peu plus d'une centaine, soient interconnectés. On s'assure que les gens aient les devices pour travailler et les outils de collaboration, et on supporte tout ça sur le monde entier. Super clair, c'est Merci. hyper clair. Petite question, alors tu étais sur la table ronde dont le titre était « Le nouveau rôle du bureau ». Quelle solution concrète pour réenchanter l'expérience ? Oui. Est-ce que tu peux nous donner ton feedback global de cette table ronde ? Est-ce que dans les interventions de tes copanélistes, tu as relevé des choses pertinentes, des points communs, ou au contraire, des divergences fortes ? Dis-nous tout. En fait, je pense qu'on était tous très alignés. C'est ça qui est assez intéressant. On s'aperçoit, et en discutant avec des gens à côté, c'est la même chose. Et on a tous avancé, je pense, avec dans notre réflexion de la même façon. C'est-à-dire qu'on a d'abord cherché à trouver quel était à quoi servait le bureau, d'accord, et à partir de là se dire si le bureau sert à ça, comment on peut le transformer, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens reviennent au bureau et ce genre de choses. Donc je pense que c'était assez aligné. En fait on s'est bien trouvé, on avait des choses assez complémentaires. Non, pas de divergence. Et je pense que le point central c'est vraiment ça, c'est de penser d'abord le bureau comme étant un outil. Okay. C'est un outil en plus. Avec le fait de passer en mode hybride, finalement, ce qu'on appelait avant le bureau, c'est un bureau digital, et un des outils, c'est le bureau physique, d'autres outils étant les outils comme Teams, Slack, ce genre de choses. Et derrière, comment on utilise ce nouvel outil dans sa fonction pleine, qui pour nous, et c'est aussi là où on s'est pas mal entendu, pour nous, est l'humanisation du travail, le côté lien social, le côté serendipity, tout ce genre de choses. Super clair. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples à nous donner de ce que vous aviez mis en place, ou ce qui s'est mis en place, peut-être de manière plus organique, chez Amadeus dans ce nouveau contexte et dans le nouvel usage qu'on peut faire des bureaux ? Alors on est en train de faire des choses, parce que ça demande aussi d'arriver à convaincre les gens, même en interne, à bien expliquer, et aussi à ce que tout le monde se sente, on va dire, attiré par le mouvement.
En fait, on a déjà un peu commencé pendant la pandémie, parce qu'on avait certains des bureaux qu'on était en train de refaire, même de reconstruire, et où on a fait des choses, par exemple, qui sont beaucoup plus orientées sur la mobilité. Typiquement, on a un modèle de table dans les open space qui est particulier, qui, comme beaucoup de tables, se règle en hauteur, on peut travailler debout, mais aussi qui est totalement mobile. Donc on est capable de bouger avec les roulettes et d'aller se mettre près d'autres tables. On les relie et on a la prise pour l'ordinateur, on a du Wi-Fi partout, donc on n'a pas besoin de câbles, et ça permet de créer d'avoir une certaine modularité. On a fait la même chose dans des espaces agiles, où on a des salles qui peuvent se reconfigurer très rapidement pour accueillir de 10 personnes à 200, 300 personnes, avec tous les moyens vidéo qu'il peut y avoir. Donc, mais pour nous, c'est aussi ce qu'on a dit dans la table ronde, c'est qu'en fait on expérimente beaucoup. On ne déploie pas forcément de suite à beaucoup de monde, on essaye d'expérimenter sur un site, sur une salle, avoir du retour et derrière éventuellement généraliser ou au contraire abandonner et passer à autre chose. Donc une logique de test and learn. C'est exactement la même logique qu'on ferait, on pourrait même faire des unit tests, on pourrait faire tout ce qu'on veut, mais c'est la même logique. Ouais. Hyper clair, merci beaucoup d'avoir illustré ce point-là. Une dernière petite question. Tu étais autour de la table avec des personnes de Deezer, de Doctolib, Château Forme. Est-ce qu'il y a une initiative que tu as vue chez tes camarades qui a particulièrement retenu ton attention ? Alors j'aime bien ce dont parlait Ghislain de Doctolib, qui était le côté incarnation de la culture, c'est-à-dire positionner le bureau aussi comme une incarnation de la culture, et pas seulement quelque chose où on attire. Je pense que c'est bien résumé parce que ça fait partie de ce qu'on dit, mais on le met pas comme le côté incarnation a quelque chose de très concret, je trouve. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans qui m'intéresse. On va discuter après avec Ghislain. Écoute, je te retiens pas plus longtemps. Frédéric, merci beaucoup d'avoir partagé tes enseignements concrets de cette session. On peut entendre derrière nous les bouchons de champagne qui commencent à voler, donc il faut absolument qu'on arrête cet enregistrement. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. MJ, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour venir débriefer de la table ronde au micro de Learning by Doing. Donc MJ, tu es Global Workspace Manager. Directeur, mais oui, c'est pareil. Hein. Chez Deezer. Tout à fait. Et tu es intervenu sur la table ronde, le nouveau rôle du bureau. Est-ce qu'il y a des solutions concrètes pour réenchanter l'expérience collaborateur au bureau ? C'est exact. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être que tu nous précises un petit peu chez Deezer ton rôle et les attributions, peut-être des exemples de chantiers que tu mènes en ce moment pour réenchanter cette expérience. Bien sûr. Alors, moi, je suis arrivée chez Deezer il y a un peu plus de 2 ans. Donc, je suis Workplace Director Monde, donc je chapeaute toutes les équipes Workplace donc dans tous les pays où on a des bureaux, mais aussi avec une partie où on essaie d'intervenir aussi sur les personnes en remote. On est responsable donc notamment du health and safety, par exemple, mais donc en gros c'est l'immobilier, les services généraux, l'expérience utilisateur. Et moi, je vois ça vraiment comme étant une partie du Trinité HR, IT, Workplace pour l'expérience collaborateur. Donc, on n'est pas très nombreux chez Deezer, mais on est quand même présent dans plusieurs pays. Et pas mal de chantiers immobiliers ces dernières 2 ans. Et là, on est sur des projets tels les New Ways of Working, le Flex. On a 3 projets fit-out ou nouveaux... pas forcément nouveau, mais changement de bureau dans plusieurs pays autres que la France. Et je viens de faire un churn sur notre nouveau siège il y a 6 mois. Ok, c'est hyper clair. Alors, du coup, ma question, c'est sur la table ronde à laquelle tu as participé. Quels sont les retours d'expérience de tes camarades qui t'ont particulièrement marqué, où tu t'es dit, ok, on est exactement dans le même sujet chez nous à Deezer, ou au contraire, en fait, ils ont pris une direction orthogonale? Alors, il y a 2 choses qui m'ont interpellée. Donc, c'est Ghislain chez Doctolib où ils font une prise de température hebdo. Nous, on fait les prises de température très régulièrement, mais pas aussi souvent. Je suis étonnée qu'ils arrivent à avoir autant de retours et une telle fréquence. J'aimerais bien avoir autant.
On est très en ligne avec l'idée d'avoir des données, comme a dit Frédéric. On est un peu plus petit, donc avoir les données est un peu plus complexe. On n'a pas forcément l'infrastructure. Et comme j'avais dit, il y a une chose qui m'interpelle, c'est le client interne où je ne suis pas d'accord. Mais en fait, ça dépend des entreprises. Okay. C'est vraiment, moi j'ai travaillé dans le fintech et le banque d'investissement, et c'est clair que c'est plus grosse structure, plus formalisé. Le client interne pour le facilities, ça a du sens. Mais dans les plus petites entreprises, je pense que ça crée des silos et une manque de transparence et même un déséquilibre. Donc ça dépend vraiment où on est, mais je pense qu'il ne faut pas partir du principe que le client interne est la réponse à tout. Mais dans l'ensemble, c'est surtout le retour collaborateur et travailler sans silo qui est à viser. Ok, hyper clair. Alors les tables rondes sont en train de reprendre, donc il y a un petit peu de bruit derrière nous, mais on va quand même finir cet échange. J'ai une question à te poser plus sur tes chantiers chez Deezer. Est-ce que tu as déjà identifié, là on est fin 2022, c'est quoi les gros sujets qui vont arriver? Est-ce que tu as des enjeux que tu sens en venir où tu dis ah tiens là faut pas qu'on tarde trop à gérer? Alors c'est même pas que je sens venir, c'est un enjeu où je suis à fond dedans. C'est le New Ways of Working pour le siège. Trouver une façon de passer dans une nouvelle mode de fonctionner dans l'espace qui correspond à tous les besoins, ou en tout cas les besoins majeurs de la boîte, qui sont multiples dans un seul et unique bâtiment. Donc, ce qui entend bien sûr une utilisation flex, mais comment le faire, comment emporter les collaborateurs, comment emporter le COMEX, et qu'il n'y a pas une solution qui répond aux besoins de tout le monde. Et de toute façon, les besoins d'aujourd'hui ne seront pas pareils demain. Donc, comment aborder ça en mode itération dans le temps. Ok, hyper clair. Une sorte de bureau couteau suisse Tout à qui fait. s'adapte à l'usage du moment. C'est ça. Ok, c'est super clair. Une dernière petite question. Tu es là depuis quelques heures sur l'événement. Est-ce que tu as un feedback à chaud, quelque chose que la température? Ah bah justement, je pensais qu'il allait faire encore plus froid. Je me dis pour une garage, ça va. C'est vrai que l'acoustique, difficile dans un espace comme ça, mais non, franchement, une bonne ambiance. C'est assez impressionnant. J'adore l'entrée où on suit le parcours des images. Donc plutôt impressionné et sympa de voir autant de monde. Merci beaucoup pour ton feedback. Je te souhaite une bonne conférence. Merci. Ghislain, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre quelques instants pour venir débriefer de ton intervention et de l'événement au micro de Learning by Doing. Alors Ghislain, tu travailles chez Doctolib. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais chez Doctolib? Alors je suis, c'est un anglicisme, hein. Je suis Workplace Strategy Manager. Bon, très concrètement, je suis un peu l'évolution des modes de travail et je suis à l'initiative de la traduction spatiale. Donc en fait, je gère la conception et la réalisation des sièges sociaux de Doctolib en Europe. C'est hyper clair. Et donc tu intervenais. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est en fin de journée, donc on va faire un débrief à la fois de la table ronde à laquelle tu participais, mais aussi de ce que tu as capté, de l'ambiance que tu as capté ou des sujets qui reviennent dans les discussions que tu as pu avoir, j'allais dire discussions annexes après ton intervention. Table ronde à laquelle tu participais était sur le nouveau rôle du bureau et notamment sur des solutions concrètes qui peuvent être mises en place pour, alors, le terme est réenchanter l'expérience collaborateur, mais globalement faire en sorte qu'effectivement le bureau trouve une réelle utilité dans effectivement un mouvement plus global où le travail à distance se développe et il faut repenser l'expérience collaborateur dans sa globalité. À chaud, là, comme ça, quel est ton feedback sur l'événement et est-ce qu'il y a des initiatives ou des discussions plus particulières, alors que ce soit dans la table ronde ou au-delà, qui ont retenu ton attention? Alors, moi je trouve qu'on fait tous face évidemment à la même problématique, le purpose en fait du bureau. Et là où j'ai été très heureux de voir l'alignement finalement avec les personnes avec qui j'ai pu échanger, c'est mettre au centre l'humain et le collaborateur. Et alors, on passe notamment sur la notion de service qui est très forte et la notion de, alors comme tu l'as dit, hein, réenchanter l'espace de travail. Et ça passe par la partie servicielle, notamment ce qu'a évoqué Dominique à travers la notion quasiment de service hôtelier que j'ai beaucoup aimé en tout cas. C'est vraiment prendre le parti de se dire que le collaborateur
est un trésor, il est précieux en tout cas pour l'entreprise, c'est un talent et on a envie de le conserver. Et la problématique, c'est que le voir effectivement en télétravail, dans un sentiment un peu d'isolement, revenir au bureau, c'est finalement l'emmener, le réincarner, le réengager dans l'entreprise à travers la mission que nous on porte et à travers son métier. Et l'idée, c'est de se dire que le réengagement passe par cette notion d'accompagner le collaborateur dans son expérience au bureau, la fluidifier un maximum. Et alors, ça c'est très personnel, mais l'idée de réincarner un petit peu sa mission, son métier, son sentiment d'appartenance par rapport aux équipes, qui est finalement un des moteurs de chaque collaborateur dans sa venue au bureau. C'est hyper clair. Alors, peut-être je voudrais creuser ce point-là parce que ton camarade Frédéric qui est passé au micro juste avant nous parlait justement de votre initiative de réincarnation de ce que représente le bureau dans la mission de l'organisation. Est-ce que tu as des clés, alors je sais pas si c'est pratique ou des exemples concrets de ce que ça veut dire cette réincarnation chez Doctolib? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ce soit bien? Alors là où c'est peut-être un peu plus aisé pour nous, c'est que notre raison d'être est assez forte. Là, notre mission, c'est effectivement d'améliorer le système de santé, l'aider en tout cas dans sa globalité, aider les médecins dans leur pratique. Et en fait, tout ça, c'est évidemment très valorisant pour nous, parce que notre action a du sens. Et en fait, c'est tout simplement ça qu'il faut valoriser. C'est la mission et la raison d'être. Et alors, comment ça se passe chez Doctolib? On va essayer de créer un maximum de perméabilité entre nos clients, les médecins, les praticiens et nos locaux. Donc on a très souvent des événements en interne où on rencontre des médecins au rez-de-chaussée de notre immeuble. On voit des kinés, des ostéopathes, des praticiens du télésecrétariat. Et en fait, finalement, on se réaligne par rapport à notre mission et on sait pourquoi on vient. Voilà. Hyper clair. Bientôt un centre médical au rez-de-chaussée de Doctolib. Pourquoi pas en soi. Ça serait encore plus incarné pour le coup. Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives ou des idées dans l'air que tu as pu capter au fil de tes discussions cet après-midi? Alors ça c'est plus global, mais je dirais qu'on se rend tous compte que l'interaction digitale, elle devrait être améliorée. Et alors ça passe par l'outil technologique en soi, parce qu'effectivement avoir une mosaïque de visages, c'est jamais très agréable. Alors, d'autant plus quand les gens éteignent leur caméra, tout simplement, et coupent leur micro. Bon, c'est assez déshumanisant comme expérience. Mais également dans les process. Alors, je viens de parler avec Fred d'Amadeus, sujet hyper intéressant sur le personal user manual. Je ne sais pas si tu en as parlé. Tout à fait. Mais je trouve cette notion très intéressante. Comment je travaille, c'est quoi mes habitudes, exactement. Qu'est-ce qu'il faut savoir quand je suis à distance. Finalement, quelqu'un qui est à distance, on le connaît un petit peu moins parce qu'on a moins d'interaction avec lui, on n'est pas 5 jours sur 5 avec lui. Est-ce qu'on ne peut pas créer ce petit personal user manual pour nous aider à craquer un peu l'interaction et finalement, c'est un icebreaker déjà préparé en fait, quelque part. Et tout de suite, on se rend compte que plus on connaît mieux les personnes, mieux c'est tout simplement et tout est de manière bien plus fluide. Et peut-être c'est ça le sujet, c'est fluidifier un maximum l'interaction, la collaboration et ce genre de réflexion sur le personal user manual, je trouve ça hyper intéressant. Alors c'est pas mon domaine, pour le coup c'est un domaine assez RH, mais évidemment c'est quelque chose qu'on partage ensemble. C'est hyper intéressant cette technique que tu donnes. Moi je l'ai vu appliquée dans pas mal d'organisations où tu vois les gens même mettent un lien vers leur personal user manual dans le canal, dans leur compte Slack ou dans le compte sur Teams en disant je suis en télétravail aujourd'hui, regardez ça avant de me contacter, juste pour donner le réflexe. Alors typiquement, moi je me rends compte que je rencontre des collègues avec qui je travaille de manière assez transverse, par exemple les équipes IT, les équipes RH, les équipes finance, et en fait les connaître personnellement, les voir dans leurs habitudes et dans leur quotidien en télétravail, je me rends compte qu'ils ont des enfants, qu'ils sont présents sur certaines heures. Il y a certaines heures où ils sont un peu plus bloqués en termes de créneaux pour des raisons personnelles. Et tout ça, en fait, le fait de le savoir, je pense que ça aide à avoir une interaction plus saine et plus fluide entre les personnes. Et je trouve que ça, pour le coup, c'est une belle chose que j'ai appris là aujourd'hui. C'est mieux connaître les gens pour mieux collaborer, en fait.
Merci beaucoup. Dernière petite question. Si tu devais résumer l'événement aujourd'hui en une phrase, un sentiment un peu à chaud comme ça, qu'as-tu pensé de cet événement ? Alors moi je l'ai trouvé hyper riche et bienveillant. Alors j'ai fait, pour le coup j'étais sur la table ronde et j'ai pas senti de posture de jugement. Il y avait une forme de bienveillance globale dans les intervenants, les spectateurs, et s'ensuit derrière beaucoup d'échanges très informels et très chaleureux. Et je pense que c'est ça qui représente un petit peu cet événement par rapport à d'autres qui peuvent être un peu plus formels. C'est ce côté, malgré le lieu qui est relativement froid, mais c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est qu'il est extrêmement chaleureux par les hommes. Effectivement, merci beaucoup. Les hommes et les femmes. Ouais. Les hommes et les femmes, tu as raison. Merci Ghislain, c'était super de t'avoir au micro de Learning by Doing pour ce petit débrief. Je te dis à bientôt. Merci. Et puis en attendant, on va les servir à boire. À très bientôt. Salut. À bientôt. Dominique, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour venir débriefer au micro de Learning by Doing. Alors, tu étais sur le panel, le nouveau rôle du bureau, les solutions concrètes pour réenchanter l'expérience du bureau. On va parler de tout ça, on va débriefer tout ça ensemble. Est-ce que je peux te demander déjà de te présenter ? Oui, bien sûr. Donc Dominique Demetz. J'ai passé 20 ans de ma vie à être directeur environnement de travail pour des grosses structures telles que SFR, Christian Dior Parfum, dernièrement Saint-Gobain. Et je viens de passer côté prestataire aujourd'hui pour prendre en charge les opérations d'implantation du concept Château Forme Inside au cœur des entreprises. Très clair. Alors concrètement, cette offre, qu'est-ce qu'elle est ? C'est au cœur des entreprises. Vous opérez quoi ? La partie bureau, la partie convivialité, la partie événementielle ? On est capable de tout opérer. L'événement, le bureau, le hard et le soft FM, qu'on préfère d'ailleurs appeler Hospitality Management que Facility Management. Et puisque votre question, c'est comment réenchanter l'expérience du bureau, et c'est tout l'objet de Château Forme Inside, c'est de faire autrement, opérer différemment les sites pour que les collaborateurs aient envie de revenir au bureau et d'y passer une expérience, l'expérience collaborateur, avec des émotions et de la chaleur ajoutée pour qu'ils aient envie de revenir plus souvent rencontrer leurs collègues. Bon, ça fait envie tout ça. Est-ce qu'il y a des ingrédients à absolument mettre dans une bonne expérience de bureau, en tout cas du nouveau bureau ? Double question, est-ce que ces ingrédients, vous les avez identifiés ? Et surtout, votre feedback sur la table ronde qui vient de se clôturer ? Pour moi, il y a 3 ingrédients. L'humain. Voilà, aujourd'hui, on est dans des environnements qui sont relativement aseptisés dans les bureaux et la tendance veut que ce soit du gris, du beige et du blanc, donc c'est magnifique, mais souvent les bureaux se ressemblent et c'est pas parce qu'on met une touche de couleur sur un siège du bureau ou sur un coussin, sur un canapé, qu'on modifie l'environnement. Je pense qu'il faut avoir une vision beaucoup plus profondément disruptive des environnements de travail, repartir du besoin qui n'est pas un besoin collectif mais un besoin individuel de chaque collaborateur pour leur donner le choix de travailler dans une zone collaborative ou dans une zone où la concentration est possible et de créer de l'émotion déjà rien que par la façon dont il est accueilli sur site pour qu'il se sente attendu et non pas que venir au bureau soit une obligation. Et d'ailleurs aujourd'hui ça n'est plus une obligation puisqu'on peut travailler de chez soi. Donc pourquoi revenir au bureau ? Juste parce que j'en ai envie. Et si j'en ai envie, c'est parce que je m'y sens bien, je m'y sens attendu, c'est un sourire, un bonjour à l'arrivée, donc c'est remettre encore une fois de l'humain plutôt qu'une plateforme digitale pour m'accueillir au bureau. C'est des services sur mesure qui me ressemblent et qui sont accessibles à tous et qui permettent l'inclusion de chacun au cœur de l'environnement de travail. La façon dont je suis reconnue, la façon dont les équipes qui pilotent le site connaissent mes habitudes et les mettent en place sans même que j'ai à les demander, c'est finalement assez proche d'un service hospitalier, c'est pour ça qu'on appelle ça l'hospitality management, qui encore une fois recrée de l'émotion autour de l'expérience collaborateur. Et un dernier mot, c'est la restauration et c'est vraiment un point essentiel pour moi. Alors certes, je sais bien qu'on est franco-français, mais en attendant, mettre un repas correct, proposer un repas correct à un collaborateur le midi, c'est juste essentiel pour qu'il se souvienne de sa journée et qu'il ait passé un bon moment.
Moi, récemment, enfin encore récemment dans mes expériences passées, j'avais des remontées de collaborateurs dès 15h parce que les pâtes n'étaient pas assez cuites, pas assez salées, parce que le steak était froid, parce que finalement c'était très cher pour ce qu'on mangeait. Donc si j'ai un conseil à donner aux entreprises, c'est vraiment de soigner leur restauration pour que les collaborateurs gardent une bonne image de leur journée au bureau. Je suis assez d'accord avec vous sur le management par la nourriture, ou en tout cas la condition sine qua non pour que la collaboration se passe bien. Vous étiez sur la table ronde avec les équipes de Deezer, de Doctolib, d'Amadeus. Est-ce qu'il y a une initiative qui vous a interpellé quand vous les avez entendus partager leur expérience ? Alors moi j'ai bien aimé l'expérience Doctolib qui envoie, alors je ne sais pas trop comment, il faudra que je en rediscute avec lui prochainement, mais qui envoie un questionnaire spontané à l'ensemble des collaborateurs de manière à piloter leurs envies, non pas leur satisfaction, ce qu'on a tendance à faire de façon assez générale dans les entreprises, mais plutôt leurs envies. De quoi est-ce que vous avez besoin, de quoi est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que je dois changer ou qu'est-ce que je dois tester dans l'entreprise pour répondre à votre besoin de travailler. Hyper clair. Merci beaucoup Dominique d'avoir pris ces quelques minutes pour nous. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne suite d'événements. À très vite. À bientôt. Au revoir. Salut Ansem, ça va ? Salut Baptiste, ça va très bien toi ? Bah écoute, ça va. On se rejoint aujourd'hui dans un lieu un peu spécial puisque on est sur un événement, The Next Workplace. Vous devez entendre un petit peu de bruit derrière nous. On fait un test de studio dans la nature. On est actuellement dans un parking désaffecté, donc on est dans un lieu de travail assez inédit. Ansem, merci beaucoup d'être venu au micro. On va parler ensemble de ton intervention sur la table ronde autour du lien entre les bureaux et les RH, et surtout quels sont les impacts entre ces deux choses, ces deux phénomènes actuels et le renouveau des bureaux. Toi, ton analyse là-dessus, et notamment du point de vue de l'engagement des collaborateurs. Je vais rappeler pour tout le monde, tu es le CEO de Numa. Numa étant un organisme de formation nouvelle génération. Tout à fait. Donc tu es au quotidien confronté à ça, je pense, dans l'organisation de vos formations, mais aussi dans les pratiques de vos clients. Comment toi tu analyses ce phénomène et quels sont pour toi les enjeux à bien voir en tête quand on parle du lien qu'on peut faire entre les bureaux et la stratégie RH de manière plus générale ? Ouais, carrément. Écoute, déjà en intro, te dire que donc chez Numa, on organise des classes virtuelles qu'on appelle des workshops sur différents sujets, management, leadership, travail en hybride, et uniquement en virtuel. Et du coup, pour nous, c'est important de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on prodigue à nos clients. Et donc, en effet, on a un modèle de télétravail assez innovant, en tout cas atypique, où on se retrouve tous ensemble 2 jours par mois, uniquement 2 jours par mois et pas 2 jours par semaine. Et le reste du temps, tout le monde travaille d'où il veut en France en fait. Donc c'est un bon mix entre du full télétravail et en même temps, on n'est pas là 2 à 3 jours par semaine à regarder quand est-ce qu'on est là. Et du coup, c'est vrai que ça, comme on a poussé le modèle assez loin, 2-3 choses à te raconter là-dessus. La première, c'est que assez contre-intuitivement, finalement, le fait de ne pas se voir 28 jours par mois, finalement, il faut enlever les week-ends, et assez contre-intuitivement, ça délite pas le lien social. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que ça veut dire derrière, et souvent c'est une remarque que je me fais, c'est qu'on a transposé le travail en ligne, mais on n'a pas vraiment repensé en profondeur le travail. Et nous, la manière dont on travaille chez Numa, en fait, est vraiment adaptée à ce rythme où on se retrouve 2 jours en présentiel, qui ne sont du coup pas 2 jours de travail habituels, quoi. Donc on ne vient pas pour se retrouver tout seul devant son ordinateur ou dérangé par les autres parce que je veux faire une réunion. C'est en fait un mini-séminaire 2 jours par mois. Donc déjà, ce premier point, quand on se retrouve, nous, on a à cœur de vraiment faire de ces moments au bureau, donc dans le workplace, des moments d'exception. Et beaucoup centrés autour des collaborateurs eux-mêmes. Chaque mois, on fait un team building autour de la passion d'un des collaborateurs. On l'a fait la dernière fois sur de la peinture sur céramique, la fois d'avant dégustation de chocolat, un atelier de cocktails, voilà. Donc c'est aussi une manière de découvrir les uns les autres, de découvrir les passions des autres collaborateurs. Une sorte de vie ma vie. Une sorte de vie ma vie, exactement. Donc faire des moments au bureau, des moments d'exception, des temps d'exception.
Le deuxième point, comme je le disais, assez contre-intuitivement, ça délite pas le lien social pour la bonne et simple raison qu'on est organisé pour fonctionner comme ça et pour qu'il n'y ait pas de différence entre ceux qui sont au bureau, parce qu'on a quand même des bureaux là à côté chez WeWork dans le quartier, et tous ceux qui sont pas à Paris ou ceux qui sont à Paris mais chez eux. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on travaille énormément avec de l'asynchrone. On va chez Nouma tout faire pour éviter une réunion. Et quand on a une réunion, et moi au début ça a été vraiment, j'ai dû réapprendre à travailler, parce que si j'avais pas lu, commenté et décidé sur les documents de préparation de réunion, un peu à l'Amazon, quoi, on a des one-pagers, en fait il fallait pas que je vienne en réunion, quoi. Et au début, moi je suis arrivé il y a un peu moins d'un an là chez Nouma, mes équipes me disaient écoute, ça sert à rien, on va refaire la réunion, quoi. T'as pas lu les docs, t'as pas décidé, donc voilà, on préfère reporter. Donc ça demande vraiment de repenser en profondeur. Une certaine humilité, quoi. Ça force à une certaine humilité, exactement. Faut pas avoir énormément d'ego au départ. Et donc cette culture asynchrone, c'est très fort. C'est pas facile à mettre en place dans des boîtes qui viennent pas du tout de là, avec une culture de la réunion. Mais quand on voit le temps inutile qu'on passe en réunion à se retrouver finalement dans un même espace, dans une même unité de temps, ce temps-là, il peut être utilisé pour autre chose. Voilà. Et du coup, le temps aussi qu'on utilise à pas faire de reporting, à se partager des infos qu'on a pu se partager en amont, c'est du temps aussi qu'on passe à mieux se connaître. Et à vraiment demander, Baptiste, comment ça va? Comment tu te portes en ce moment? Et pas juste les 5 minutes à la fin du meeting, mais pouvoir passer 20, 30 minutes, 40 minutes sur cette question-là. Comment ça va, Baptiste? Sur un meeting d'1 heure. Donc ça, c'est clé. Et puis après, qu'est-ce que je voulais te raconter d'autre? Non, c'est les deux grands points pour moi sur la culture hybride et le lien entre workplace et distanciel. Ok. Et alors merci beaucoup. Et de ton expérience, alors que ce soit toi chez Numa ou avec les discussions que tu as avec tes clients, quand on parle des attentes des nouveaux collaborateurs, quelle place ont les bureaux là-dedans? Est-ce que c'est les gens, vous les faites venir à chaque fois? Et puis est-ce qu'ils vous posent des questions spécifiques au-delà de il y a combien de jours de télétravail? Enfin, je pense que ça c'est devenu un incontournable maintenant. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as remarqués, des patterns qui ressortent du point de vue, je sais pas si c'est marque employeur ou recrutement, de se dire en fait oui, il faut qu'on mette bien nos bureaux à l'intérieur de ce mix-là pour que ça fonctionne. Ouais, carrément. Déjà, pour nous, Numa, qui ne sommes pas une marque extrêmement connue, encore évidemment des progrès à faire, le fait d'avoir cette politique à 90% télétravail, c'est un énorme avantage en termes de marque employeur. On recrute des talents qu'on ne pourrait pas avoir sinon. Ça, c'est très clair. Le bassin d'emploi est beaucoup plus grand. Ensuite, on paye pareil quelqu'un qui soit à Paris ou au fin fond de la Bretagne, j'ai rien contre les Bretons, mais voilà, et on paye les allers-retours en train et l'hôtel à Paris quand ils viennent pour les 2 jours de présentiel. D'accord. Donc finalement, c'est presque plus avantageux d'être en province versus les Parisiens en termes de niveau de vie. Mais pour moi, c'est pas la question. C'est pas comme ça qu'on doit comparer. Et en revanche, ce que je vois en termes de pattern, 2 points. Le premier point, c'est d'abord, en effet, penser les bureaux autour de l'usage. Finalement, avoir des bureaux, oui, mais pourquoi? Est-ce que c'est pour se retrouver? Est-ce que c'est pour organiser des réunions? Du coup, nous, on est en train de déménager là. Et c'est un point sur lequel je suis hyper attentif parce que nous, notre métier, c'est d'organiser des classes virtuelles. On travaille énormément à distance finalement. Et du coup, il nous faut énormément de salles de réunion. C'est un sujet qui est pas évident, quoi. Donc le bureau idéal, je trouve qu'il n'existe pas encore exactement pour nous personnellement. Et puis il nous faut un truc hyper flexible parce qu'en fait les 28 jours du mois j'ai besoin de 10 postes et il y a 2 jours par mois où j'ai besoin de 30-40 postes quand tout le monde est là. Et cette flexibilité là du bureau, elle est difficile à trouver sur le marché aujourd'hui, pas évident. Et donc, il te faut quasiment un bureau que avec des salles de réunion par défaut, quoi. Ouais, par défaut, voilà. Mais du coup, si on vient au bureau pour faire des réunions, c'est pas forcément là qu'on va recréer du lien social, quoi. D'où l'importance de se dire, c'est pas le lieu en tant que tel qui va recréer du lien social, c'est l'animation qu'on va y faire, la manière dont on va éditorialiser, dont on vient l'animer, etc. C'est comme pour moi tous ces lieux d'innovation qu'on a connus il y a quelques années et qui parfois existent encore au dernier étage d'une grande boîte, le lab d'innovation avec des poufs en couleur et des écrans partout. Et bien souvent c'est fermé, personne ne sait où est la clé, il n'y a personne à l'intérieur. Ouais. Parce qu'en fait on a pensé le lieu mais on n'a pas pensé l'animation qu'il y a derrière. Donc voilà. Ok, hyper clair. Pour revenir à l'événement du jour, alors on est au début de l'événement. Ça m'intéresse d'avoir un peu ton ressenti. Comment alors on tourne tous les deux les yeux, on est sur une mezzanine et on voit tout. On est sur notre perchoir. Sur notre perchoir. Est-ce que tu sens des premières discussions, des thèmes qui reviennent, des attentes, des problématiques communes aux participants?
Ouais, je pense qu'il y a un sujet de penser l'après-Covid. Le Covid, évidemment, a complètement rebattu les cartes et on voit de nouvelles formes, de nouveaux usages en fait, qui apparaissent. Je regarde Naboo là, qui se positionne sur comment on peut organiser rapidement, en fait, pas des séminaires, mais des mini-temps à l'extérieur pour ses équipes. Les mises au vert. Les mises au vert, voilà. Et d'autres boîtes qui sont pour moi des manières un peu innovantes de penser l'après. Et je pense qu'on est en fait qu'au début de l'histoire et qu'on a assez peu commencé à réinventer la manière de travailler. On a commencé à s'adapter, mais je pense qu'on on a fait 20% du chemin, il nous reste 80% du chemin, notamment parce que les entreprises n'ont pas profondément repensé la manière de travailler, n'ont pas forcément eu le courage, le temps, on a eu plein de choses à faire là, ces dernières années, et nos clients ont eu plein de choses à faire. Et donc je pense que là, à travers cet événement, ce qui est intéressant, c'est que moi, je viens capter aussi des signaux faibles, de voir c'est quoi les grandes tendances de demain, c'est quoi les grandes questions que se posent les office managers, les DRH et chief people officers sur cette question du workplace. Et qui de mieux que les startups qui sont là pour nous raconter le début de l'histoire et nous faire entrevoir une part de futur. Hyper clair. Merci beaucoup, Anselme. Je t'en prie. C'est très gentil à toi d'être venu toujours au un micro plaisir de Learning by Doing. Merci Génial, à toi. c'était un plaisir. Bon Merci événement. Baptiste. À plus tard. Salut. Salut Perrine, merci de prendre quelques instants pour débriefer avec nous. Alors si vous nous avez suivis dans tout cet épisode, vous devez entendre très peu de bruit. On débrief après le débrief, c'est-à-dire qu'on est quelques jours après l'événement de Next Workplace. Je suis ravi de te recevoir pour qu'on ait cet échange rapide autour de la table ronde à laquelle tu as participé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Perrine, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui, alors moi je m'appelle Perrine, ça fait 11 ans, je travaille chez Blablacar. Je suis en produit de la mobilité interne chez Blablacar et aujourd'hui je manage les équipes qu'on appelle People Ops, donc tout ce qui va être administration du personnel, et engagement, donc tout ce qui est autour de la culture d'entreprise, événementiel, communication interne et vraiment identification des leviers d'engagement des collaborateurs. C'est hyper clair. Donc, tu es intervenu sur la table ronde dont le titre était « La nouvelle workplace n'est plus entre quatre murs. Comment réussir à concilier flexibilité, collectif et culture d'entreprise ?» Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe chez Blablacar ? Qu'est-ce que vous avez mis en place autour du sujet ? Ouais, alors nous, chez Blablacar, en fait, ça fait longtemps qu'on a des salariés en fait, qui font du télétravail, alors soit une journée par semaine, soit on avait déjà depuis quelques années quelques salariés qui travaillaient en fait depuis différentes régions en France et qui revenaient une fois par mois au bureau. Et post-Covid, on a décidé de vraiment encadrer ça et formaliser une vraie politique de télétravail. Du coup, chez nous, les salariés sont soit hybrides et ils reviennent en fait 2-3 jours au bureau par semaine, soit ils sont full remote et ils reviennent 3 jours consécutifs par mois. Peu importe où ils habitent, on peut être full remote de Paris ou de Marseille, il n'y a pas de différence. Ce qu'on fait, c'est qu'on va allouer un budget aux full remote qui habitent loin, donc plus de 100 km des bureaux, pour qu'ils puissent revenir tous les mois au bureau. Donc ils ont une enveloppe pour leur hébergement, transport, ils ont une enveloppe pour un espace de coworking à côté de chez eux, et ils ont une enveloppe, et tout le monde a une enveloppe chez Blablacar pour s'équiper à la maison avec une bonne chaise et un bon bureau. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment construit cette politique en fait, de télétravail autour de nos valeurs d'entreprise. Donc on a 3 valeurs qui sont freedom, fairness et fraternity. La notion de freedom, on la retrouve clairement dans notre politique de télétravail parce qu'elle est assez flexible. Les salariés sont vraiment libres de télétravailler d'où ils veulent et quand ils veulent. Alors, il y a quand même un minimum de cadre où les managers essayent de regrouper leurs équipes régulièrement à des fréquences différentes puisque chaque équipe a des besoins différents et une composition différente. Il y a des gens qui viennent tout le temps au bureau, d'autres 2 jours, d'autres jamais au bureau parce qu'ils sont tous en full remote. D'autres équipes, c'est des mix. Donc vraiment, on n'a pas une politique vraiment très standard pour tout le monde. Néanmoins, le côté, notre valeur fraternity, elle s'applique clairement puisqu'on pousse quand même les managers à réunir leurs équipes régulièrement pour se retrouver, faire des moments d'échange ensemble, faire des team building ensemble, vraiment se connecter. Et on s'est vraiment rendu compte que le bureau était devenu en fait un vrai lieu d'échange et de partage. Quand les gens viennent au bureau, c'est pas pour travailler dans leur camp, mais c'est vraiment pour créer ensemble. Et fairness, notre dernière valeur, où chez Blablacar, en fait,
peu importe son profil, hybride, full remote, tout le monde est vraiment traité de la même manière. On n'a pas mis les full remote dans une case à part. Et heureusement, aujourd'hui, on a nos full remote. Aujourd'hui, en France, on a 27% des salariés qui sont full remote. Tout pays confondu, chez Blablacar, c'est 21%. Donc, quand on a nos full remote qui représentent quand même quasi un quart de la population, c'est énorme. Donc voilà, au quotidien, hybride, full remote, tous dans le même panier. Hyper clair, et je trouve ça génial d'avoir pris vos valeurs comme une sorte de, alors je sais pas si c'est garde-fou ou en tout cas de cadre pour poser et pour nous expliquer la politique de travail à distance que vous avez mis en place. Mais tu sais, la culture d'entreprise et les valeurs sont hyper puissantes, elles sont hyper importantes. Et en fait, on a remarqué qu'elles nous ont toujours aidés, on les a définies très tôt, en fait, chez Blablacar, et elles nous ont toujours aidés dans des moments, dans des moments chouettes, mais aussi dans des moments, tu vois, un peu plus difficiles. Typiquement, le Covid, tu vois, ça a été un moment compliqué chez Blablacar, et on s'est vraiment appuyé sur toute nos valeurs et la culture qu'on avait créée. Et le télétravail, ça change quand même assez fondamentalement, tu vois, la manière de travailler dans une entreprise, et ça peut complètement changer ta culture, en fait. Et donc, si tu n'as pas la culture, en fait, est hyper importante et un des piliers, en fait, tu vois, cette politique. Hyper clair. Alors, tu étais autour de la table avec Pamela de Decathlon Technologies et avec Kevin d'Ubisoft. Est-ce que tu peux nous faire un petit débrief de cette session? Est-ce que tu as vu des points communs? Est-ce que tu as vu des différences? Est-ce que tu as vu des initiatives aussi chez tes copanélistes qui seraient intéressant de remonter? Moi, c'était hyper chouette de partager la table avec Kevin et Pamela. J'ai bien aimé parce que j'ai trouvé qu'on était vraiment complémentaires. À la fois, on avait chacun 3 personnalités, je pense, différentes, et de 3 entreprises différentes, de tailles différentes, tu vois, entre Decathlon, Ubisoft et Blablacar, et des boîtes différentes, tu vois. Si tu compares un peu Decathlon, bon, on voit souvent les magasins, même si Pamela était sur le côté plutôt tech, ouais. Et Blablacar qui est plutôt une boîte tech. Moi, ce que j'ai bien aimé quand Kevin a partagé les différents types de remote, parce que c'est vrai, on a toujours l'impression de voir un peu black and white. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, tu vois, quand il nous a présenté les différents modes entre le full office ou le full remote. Et qu'en fait, il y a vraiment un modèle, en fait, pour plein de boîtes différentes, quoi. Hyper clair. Et un dernier petit mot, au-delà de la table ronde à laquelle tu as participé, est-ce que tu as senti dans les échanges des thèmes qui revenaient? Je pense que tu es resté avec nous une bonne partie de l'après-midi. Est-ce que dans les retours qu'on t'a fait ou de ce que tu as senti des discussions, est-ce qu'il y a une thématique ou est-ce qu'il y a un élément que tu vois ressortir dans ces échanges autour de ce que vont devenir nos bureaux ou de ce que va devenir l'expérience du travail de manière plus globale? Des échanges que j'ai pu avoir avec les panélistes ou d'autres gens que j'ai pu croiser dans la salle, et c'était chouette parce que c'était un bon gros événement et il y avait plein de monde, et il y avait plein de gens hyper intéressants. Encore merci pour leur regard. J'ai trouvé que en fait le remote c'est nouveau, tu vois, même si en fait aux US ça fait des années que tu as des boîtes qui bossent en remote, en France c'est quand même quelque chose qui est nouveau et qui est vraiment très post-Covid. Les gens ont découvert ça avec le Covid. Je trouve qu'on est vraiment en train de structurer le monde remote. J'ai eu l'occasion de rencontrer plein de boîtes, tu vois, qui proposent des nouveaux services ou qui permettent aux boîtes de faciliter, tu vois, la mise en place de leur politique remote, ou des nouveaux services comme, tu vois, Sleen, pour nous aider, tu vois, sur le matériel. Et donc j'ai trouvé ça assez chouette et ça me donne plein d'idées pour les prochaines versions de la politique chez Blablacar. Super, écoute, tu me fais une super conclusion pour notre échange, pour l'épisode aussi, parce qu'on va le monter, on va l'ajouter à la fin. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de débriefer avec nous. Il me reste à souhaiter aux auditrices et aux auditeurs une très bonne suite de journée. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode, sans doute moins inédit que celui-là, un prochain épisode de Learning by Doing. Je te remercie encore une fois, Perrine, et je te dis à très vite. Merci, salut. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire
d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.